Ils sont partout autour de nous, ils nous accompagnent partout. Les semi-conducteurs sont le sujet de notre émission et puis aussi d'autres sujets que nous allons aborder avec notre invité aujourd'hui dans Israël demain. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Bonjour Stéphane Chouchan. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous pour nous parler de plusieurs sujets, mais un sujet qui est aussi passionnant, tout ce qui concerne ces microcapteurs, ces composants, ces semi-conducteurs qui en fait font partie de notre vie, même si on ne les voit pas, font partie vraiment de notre quotidien. Alors, on va en parler. Vous vous êtes responsable, on va dire, directeur régional, directeur pour la branche israélienne d'une société qui s'appelle ST Microelectronics, qui est une société franco-italienne et qui est spécialiste, leader mondial dans le domaine de tout ce qui est donc semi-conducteur. On va en parler largement dans cette émission, mais on va commencer, comme à notre habitude, par votre parcours. D'où venez-vous, Stéphane Chouchan ? Je viens pas très loin, déjà de France, oui. On va dire. Je suis né à Paris, je l'ai quelques années, et puis j'ai fait mon ALIA il y a 22 ans. D'accord. Alors, comment avez-vous décidé de faire votre ALIA ? C'est une très bonne question. Il y a la version officielle et la version officieuse, mais on va dire que pour la version officielle, un peu comme tout le monde, il y a 22-23 ans, je sortais d'une école d'ingénieur et des gens que j'ai cherchés tout simplement les premières embauches. Et puis j'avais terminé un stage, un programme de fin d'études, un projet de fin d'études avec le CNRS. Et après être diplômé, j'ai commencé à chercher un peu dans le traitement du signal, dans les télécoms. Et à cette époque-là, un des gros leaders aussi du semi-conducteur, comme quoi ça me poursuit, Intel était venu faire une campagne à la Maison France-Israël, rue Marceau, pour recruter, 500 ingénieurs. Et donc j'ai postulé et à ce moment-là j'ai été recruté. C'était Intel Israël. C'était Intel Israël qui était venu, Intel Haïfa. Donc la première série d'entretiens s'est passée à la Maison France Israël. La deuxième. Donc c'est un peu par hasard en fait. C'était un petit peu. Mais bien pas vraiment du hasard. C'est sûr, Kol Mina Shamaim. Mais ce que je veux dire, c'est un ami de la synagogue qui m'avait dit, écoute, il cherche des ingénieurs et en Israël il y a une grande pénurie qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Il y a plus de 30 000 ingénieurs en manque en Israël. Et donc j'ai répondu à cette offre d'emploi. Et voilà, ça a commencé comme ça a été un peu le pied à l'étrier. Finalement, je n'ai pas signé avec Intel, j'ai signé avec une start-up. Et on va en parler aujourd'hui. J'ai signé avec une start-up qui m'a permis après de continuer mon parcours d'ingénieur, puis après autre chose en Israël. Donc c'est un petit peu par hasard, oui et non, parce qu'en fin de compte, Israël et le domaine du high-tech ont toujours été plus ou moins liés. Donc c'était une sorte de mini Silicon Valley, déjà à cette époque-là, il y a 25 ans, et qui aujourd'hui il y a une vraie confirmation de cet écosystème. La Startup Nation, dont on parle beaucoup dans cette émission. Donc vous arrivez en Israël et vous intégrez très rapidement cette société ST Microelectronics, ou vous avez d'autres expériences professionnelles? Alors, le parcours, comme je vous l'ai dit, a commencé avec ce recrutement, mais a démarré, première embauche en Israël a été chez une société de robotique, Kollmorgen, pour ne pas la nommer, qui a un nom assez compliqué. Puis après, j'ai démarré je me suis spécialisé dans les semi-conducteurs, plus avant, dans la société Altera, qui a été rachetée par Intel, encore une fois. Intel me poursuit, mais on va voir un peu plus tard qu'elle continue à me poursuivre. Et donc, j'étais ingénieur d'application là-bas, pour après travailler sur l'architecture PowerPC de IBM, qui sont aussi des composants, des microprocesseurs, aussi en tant qu'ingénieur d'application. Il y a une quinzaine d'années, ST cherchait un directeur marketing technique pour sa branche en Israël, et j'ai été recruté. Vous avez postulé? J'ai été recruté sur les bases de certaines connaissances du marché et aussi connaissances techniques. D'accord. Alors, vous avez parlé de microcapteurs, de semi-conducteurs, de composants.
Comment on peut expliquer ça à nos auditeurs de la façon la plus simple? C'est-à-dire comment on peut vulgariser un peu tous ces termes qui sont des termes qu'on ne connaît pas tout le temps, mais en fait ce sont des choses qui, comme je le disais en introduction, qui nous entourent, avec lesquelles on vit tout le temps en fait. Alors aujourd'hui on parle de système intelligent. Que veut dire intelligent? C'est pas que les systèmes soient intelligents, en fin de compte. C'est qu'on veut au maximum qu'ils se rapprochent, je dirais, à l'attitude, à l'intelligence humaine. D'accord. Pour cela, chaque humain a des capteurs. Chaque humain a un cerveau. Chaque humain a une sorte d'interface au monde environnant, au monde analogique. D'accord. Mais c'est exactement ce qui va se passer avec un système. Pour qu'un système soit intelligent, il lui faut un microprocesseur, ce qu'on va dire un cerveau. Il faut des capteurs pour pouvoir, et du point de vue visuel et du point de vue parfois température ou tactile, comprendre quel est l'environnement. Et puis il va lui falloir aussi un système de communication pour communiquer avec le monde extérieur. Et voilà, nous avons donc un système intelligent. Mais pour que tout cela se fasse d'une façon artificielle, il va falloir qu'on rentre un petit peu d'électronique dedans, un petit peu de tech, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et la partie tech est décomposée dans une partie logicielle et une partie matérielle. Et nous nous trouvons dans la partie matérielle. C'est-à-dire qu'en fait, des sociétés qui ont des idées, qui ont des idées de réalisation, d'application, de plateforme, viennent chez vous et vous disent voilà, on voudrait faire ça, mais on ne sait pas faire de façon technique. On a l'idée, mais d'une façon technique, on ne sait pas comment le réaliser. Et vous, en fait, vous le réalisez ce qu'il demande. Alors, on n'est pas non plus le génie dans la lampe d'Aladin, mais on va dire qu'effectivement, quand une personne a plus qu'une idée, pour qu'il vienne voir ST, mais bon, on écoute toutes les idées, c'est surtout de venir avec ce qu'on appelle un algorithme ou avec une propriété intellectuelle, et puis dire voilà, on veut implémenter cet algorithme sur une plateforme matérielle. Et ça a été l'histoire... Vous avez le savoir-faire pour ça. Alors, on a un savoir-faire de développement, de recherche et développement, et puis on a aussi un savoir-faire d'industrialisation. C'est-à-dire il faut après les fabriquer, ces composants. Et ces coûts de fabrication, ou même ces structures de fabrication, se trouvent être des coûts exorbitants quand on veut faire des composants... comme on peut en parler maintenant, si vous voulez, par exemple, le composant de... Donnez-nous des exemples de sociétés qui sont venues vous trouver justement avec des idées, plus que des idées bien entendu, pour que vous les réalisiez. Alors il y a à peu près 15 ans, la société Mobileye, qui était inconnue du grand public, est venue voir ST en essayant de comprendre comment on pouvait collaborer pour co-développer un composant qui allait être plus tard le composant bien connu de la voiture autonome. Alors, à cette époque-là, en 2004, il n'y avait pas de voiture autonome, je ne vous le cache pas. Mais ils avaient un algorithme, mais ils n'avaient pas la plateforme matérielle pour pouvoir implémenter leur algorithme. D'accord. Donc, qu'à cela ne tienne, ST a proposé ses capacités de manufacture et de développement pour pouvoir créer la plateforme qui sera en fin de compte du sur-mesure pour Mobileye. Donc eux, ils avaient l'algorithme, mais aucun produit du marché pouvait faire tourner cet algorithme. Donc ST a fait du sur-mesure, une sorte de tailleur, en fin de compte, qui a taillé sur mesure un composant pour que l'algorithme fonctionne de façon optimale. Et c'est comme ça que l'histoire ST et Mobileye est née. Donc il y a d'autres exemples, je suppose, de grandes réalisations comme celle-ci. Alors ST s'exprime sur deux points de focal. La première, c'est l'Internet des objets, et la deuxième, c'est la mobilité intelligente. Donc si on prend la mobilité intelligente, par exemple, on a donc Mobileye, effectivement, on a Autotox, qui est une voiture qui communique avec l'infrastructure environnante, c'est-à-dire entre les voitures pourront communiquer. Vous avez Valens, qui est une société dont la connectivité à l'intérieur de la voiture va permettre de réduire le nombre de câbles, qui est vraiment un avantage énorme pour les constructeurs automobiles, pour pouvoir avoir des signaux sur un même câble, plusieurs types de signaux sur un même câble. Et puis vous allez avoir la sécurité avec Argus Sécurité, vous allez avoir Caramba, vous allez avoir... Alors tout ça, c'est des développements qui sont faits ici en Israël? Tout ça, ce sont des sociétés israéliennes qui sont en co-développement avec ST Micro. Pour des raisons diverses, pour des raisons d'implémentation d'algorithmes, mais
pas seulement, parfois pour des co-développements, pour réaliser un composant lui-même, ou parfois pour faire du marketing. Alors, comme vous l'avez dit, il y a une fabrication, il y a un côté fabrication. Cette fabrication est aussi faite en Israël ou elle est faite dans d'autres pays? La fabrication, elle, ne sera pas... Très bonne question. Elle n'a pas encore... On n'est pas comme nos concurrents... dont j'ai cité le nom plusieurs fois, avec on va dire une capacité de pouvoir produire en Israël. D'accord. Donc on développe. Alors depuis 2002, on a déjà des bureaux en Israël. Alors 2012, on a acquis une société qui s'appelle Bitendo, qui a été acquise par ST comme centre de R&D. Et en 2018, on a fondé l'accélérateur pour start-up. Alors ça, c'est très important parce que c'est une autre étape en fait dans votre activité. C'est un accélérateur de sociétés, de start-up qui veulent se développer justement. Alors, d'abord, expliquez-nous comment ça marche. Alors, il y a un lexique en fin de compte aujourd'hui autour du monde de la start-up. On parle d'incubateur, d'accélérateur, de hub, de lab, de fab. On est un peu perdu. Et je vous dirais moi aussi. L'idée, en fin de compte, c'est de trouver la collaboration parfaite entre l'écosystème innovant qu'on avait en Israël et ce qu'ST avait à proposer. Pour cela, il fallait comprendre qu'est-ce qu'était Israël et ce que pouvait proposer ST. Et après autant de success story, d'histoires réussies en Israël, on a donc mis en place une idée qui était de monter un accélérateur pour des startups, cette fois-ci mûres. On ne s'adresse pas à ce qu'on appelle du early stage ou du seed, c'est-à-dire des jeunes pousses, mais plutôt des startups qui sont déjà un peu confirmés, un prototype, c'est plus qu'une idée. D'accord. Et donc on leur donne un accès à ST comme si ils étaient des grands groupes. D'accord. Comme si vous leur donnez des services, plusieurs services technologiques, je suppose, tout à fait, pour leur permettre justement de se développer. Oui, tout à fait. Et ce qui se passe, c'est on va leur donner un accès aux unités commerciales, à la technologie ST, aux partenaires ST, et puis donc ils vont se développer au sein d'ST, ils vont être accélérés. Et donc accélérés pour pouvoir se trouver, être en sorte certifiés par ST, pour être prêts à entrer dans le monde, on va dire, des grands groupes. Ça dure combien de temps ? 18 mois. Du moment où ils ont été sélectionnés jusqu'au Demo Day, face à nos partenaires, 18 mois net. Et puis, qu'est-ce que ST a tiré de cela ? En donnant cette valeur ajoutée aux startups, ST se retrouve effectivement partenaire et surtout exposé à des nouvelles technologies. Alors vous voyez bien entendu beaucoup de nouvelles technologies, de personnes qui ont beaucoup d'idées, des innovations. J'essaie toujours de comprendre un peu d'où vient justement cette envie des Israéliens toujours d'avoir cette envie d'innover, cette start-up nation. C'est dans l'ADN des Israéliens, vous pensez ? Tout à fait. Il y a un très bon livre, comme on le connaît, c'est un best-seller, qui s'appelle Startup Nation, qui retrace un petit peu tout cela, mais qui donne en fin de compte l'innovation sur 4 ingrédients. Première, c'est un écosystème d'investisseurs, et d'investisseurs privés, pour 80%, qui sont là pour aider ces jeunes pousses ou ces startups. Deuxième, l'armée, qui est un creuset, avec des unités d'élite, avec des unités d'intelligence, avec des unités technologiques, qui sont une sorte de polytechnique pour créer des jeunes entrepreneurs. Troisième, c'est effectivement une académie, des universités d'excellence. Et le Ternion, Bar-Ilan, vous en avez beaucoup, ils font foison, et au prorata de la population qui se trouve en Israël, il faut voir le nombre de prix Nobel et de chercheurs que nous avons en Israël. Et c'est cela l'ADN, en fin de compte, mais ça, je ne vous le cache pas, c'est que par rapport à un Européen, et je sais nous savons de quoi on parle, on a très peur du risque, on a très peur de l'échec. Pas en Israël. Et en Israël, non. En Israël, j'ai l'impression que l'échec est diplômante.
la personne qui tombe va se relever. C'est un peu ce que disent nos sages. Il faut Sheva Pa'amim Ipol Tzadik Vekam. 7 fois un sage tombe, un juste tombe et se relève. Et donc effectivement, ils n'ont pas peur de tomber pour apprendre. Et effectivement, le risque est un ingrédient, on va dire, particulier, indispensable à l'entrepreneur israélien. Alors il y a aussi un autre sujet dans lequel vous êtes très, très impliqué, c'est les relations justement dans ce monde de la technologie, de la high-tech, entre Israël et la France, avec cette initiative qui est aujourd'hui peut-être un peu moins active, mais qui existe toujours, c'est la French Tech. Alors comment ça a commencé cette French Tech ? Alors la French Tech, il faut rendre crédit à ceux qui l'ont créé. En 2013, Fleur Pellerin donc a lancé la French Tech. En 2015, Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'économie, est venu en donner un vrai coup de booster. Et puis, avec un message France is back, a décidé partout, pas seulement en Israël, de monter des French Tech Hubs. Et c'est c'est sous cette impulsion que plusieurs, on va dire, French Tech Hubs ont été monté je crois en mars 2016. Le French Tech Hub Israël s'est fondé, et dont on faisait partie des premiers. D'accord. Et puis après, on m'a proposé d'être French Tech ambassadeur pour en sorte faire le pont entre les entrepreneurs, l'écosystème d'innovation israélienne et la tech française. Et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des relations qui s'instaurent entre la France et Israël dans ce domaine. Alors je pense qu'il y a deux volets. Il y a le volet, on va dire, French Tech en tant que French Tech, et puis chaque acteur de French Tech. En tant qu'acteur, ST en tant qu'acteur de French Tech, forcément, a quelque chose à proposer à l'écosystème israélien. Donc je pense que là, on a vraiment effectivement une sorte d'opportunité entre le high-tech français et le high-tech israélien pour créer des synergies entre les délégations, par exemple. On a le DLD chaque année, vous pouvez le voir. Il y a le DLD, il y a les séminaires, il y a des expositions qui sont chaque fois organisées par des grands groupes. Donc le French Tech, à mon avis, est une façon, on va dire, formelle de permettre aux startups françaises de venir et aussi les grands groupes, et puis de donner aussi une sorte de pignon sur rue à la high-tech israélienne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit sur la high-tech israélienne, tout n'est pas vrai, mais il faut voir pour savoir. Bien sûr. Alors justement, puisqu'on est sur Qualita et qu'on parle aussi d'Alia et de Clita, est-ce que vous pensez, vous parliez tout à l'heure de la pénurie d'ingénieurs qui est en Israël, une pénurie qui était à votre époque, qui continue aujourd'hui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que des personnes qui sont en France, qui ont fait des études en France en ingénierie, ont leur place ici en Israël ? Oui, tout à fait. J'allais pas vous répondre non. Sinon, il fallait que je sorte de la pièce. Alors, la question c'est, est-ce que lorsqu'on parle justement on en a parlé de cet esprit d'innovation israélien, est-ce que c'est pas trop difficile pour quelqu'un qui vient de France de s'intégrer et de s'adapter à cet esprit d'innovation ? Alors, je crois qu'il faut reprendre les atouts de chaque pays. Pour ce qui est de la France, par exemple, et je conseille ça de temps en temps à des jeunes qui viennent nous voir. Je suis encore mentor à The Hive, Vaim. D'accord. Je leur donnerai trois conseils. Premier, c'est de conserver le caractère international qu'ils ont. C'est-à-dire l'atout d'avoir une langue supplémentaire ou une expérience internationale est très importante. Deuxièmement, le côté académique français est une valeur sûre et une valeur à mettre en avant. Et cela, quand on fait son Alia, j'ai bien compris aujourd'hui, ce qui était peut-être un peu moins le cas à mon époque, mais beaucoup aujourd'hui recherchent cette excellence et cette capacité, ces compétences françaises. Et vraiment la dernière composante, c'est d'être opérationnel. C'est-à-dire qu'un Israélien, il va vous dire « Tachles, qu'est-ce que tu sais faire ?» C'est bien, tu sais parler des langues, tu as un bon diplôme, mais qu'est-ce que tu viens m'apporter ? Qu'est-ce que tu viens me donner ? Et si on répond à ces trois volets, je pense que chaque ingénieur, je parle de ce que je connais, mais je pense en règle générale, que ce soit un avocat ou un médecin,
peut, sur ces 3 volets, répondre avec des arguments, il sera toujours un profil intéressant pour le marché du peuple. Pour terminer, est-ce qu'il y a des projets dans les tiroirs de votre de ST Microelectronics ou dans l'incubateur? Est-ce qu'il y a des projets intéressants? Alors, il y en a, je ne peux pas tout raconter. Nous avons terminé la première session l'an dernier. Nous avons validé le projet ST Up Accélérateur. Et nous devons, en fin de compte, valider maintenant des POC, ce qu'on appelle des Proof of Concept. C'est l'intégration technologique de certaines startups. Et que ce soit sur le plan, par exemple, de l'intelligence artificielle, où on va avoir un challenge sur la mobilité, ou sur l'agritech ou le foodtech. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses en perspective. Donc, dès que ça sera prêt et tout ça sera bien fini, on aura l'occasion, je suppose, d'en reparler avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être venu nous voir, Stéphane. Merci à vous, Olivier. Bonne chance et bonne continuation. Merci pour tout ce que vous faites. Et c'était passionnant, comme d'habitude. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir suivis sur Studio Qualita. Nous nous donnons rendez-vous, bien entendu, la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Israël Demain. À bientôt. Bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.